terminer la matinée de la plénière par une intervention de Madame Le Spiegel de Lyon sur le sommeil, dont chez l'enfant, vous savez qu'il est actuellement très perturbé et qui mérite une nette remédiation, au moins des conseils. Donc je pense qu'on pourra en tirer largement du topo. Et puis, il y a des recommandations peut-être un peu plus formalisées qui sortiront ultérieurement, puisque ça vient de mettre. Voilà, donc je vous laisse. Il y a 45 minutes, je pense, donc on peut faire 40 minutes et des questions. Bonjour. Alors, je remercie tout d'abord les organisateurs pour leur invitation. Et je suis impressionnée que vous êtes dans cette salle depuis ce matin sans pause. J'espère que... Je vous parle du sommeil, mais j'espère que je vais réussir à vous réveiller un petit peu. Ça va pas être facile. Alors, donc je vais vous parler sommeil et obésité chez l'enfant et l'adolescent. Alors bon, vous êtes tous d'accord que l'obésité et le diabète sont de réelles épidémies en progression dans notre monde. Et si les comportements clés impliqués pour expliquer ces épidémies sont une diminution de l'activité physique et une augmentation de la prise alimentaire, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous proposer le sommeil, et plus particulièrement le manque de sommeil comme un autre facteur de risque environnemental et comportemental qui pourrait être impliqué dans ces épidémies de maladies métaboliques. Alors le manque de sommeil est de plus en plus courant dans nos sociétés modernes. Plus sérieusement, il a différentes causes. Il peut être la conséquence d'une restriction volontaire du temps passé au lit, et ça concerne toutes les tranches d'âge, les enfants et les adolescents également, surtout les adolescents d'ailleurs. Il y a également une augmentation de la prévalence de l'insomnie. Chez les adultes, c'est 10 à 15% de nos sociétés modernes. Il y a un vieillissement de la population, car comme vous le savez peut-être, à la fois la durée et la qualité du sommeil diminuent avec l'âge. Et il y a également une augmentation de la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil, qui est parallèle à l'épidémie d'obésité, puisque le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque majeurs de cette pathologie du sommeil. Alors moi, au cours de cette présentation, je vais surtout vous parler des effets de restriction volontaire, de restriction du temps de sommeil. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Alors je vais plutôt prendre ça. Donc des effets d'un sommeil, de perturbation du sommeil sur le risque d'obésité, et pas les effets de l'obésité sur les problèmes de sommeil. Alors. Donc, au cours des 100 dernières années, en fait, il y a une étude, une méta-analyse qui a été conduite pour déterminer si les habitudes de sommeil des enfants et des adolescents avaient évolué au cours des 100 dernières années. Donc, ils ont récolté des données de 20 pays entre 1905 et 2008, à peu près 700 000 enfants. Et vous voyez ici, pour différentes tranches d'âge, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, qu'il y a une diminution médiane de la durée du sommeil par année. Chaque année, il y a une perte médiane de 0,75 minutes par an, ce qui correspond en 100 ans à une perte de 1h15 de sommeil. Donc c'est clair qu'au niveau adaptation génétique, ça ne la fait pas en 100 ans. Donc il y a vraiment un problème de perte de sommeil au niveau des enfants et des adolescents dans nos sociétés modernes. Alors ces auteurs, ils ont également tenté de déterminer s'il y avait des différences entre les régions, et effectivement il y en a. En Scandinavie, Angleterre et Australie, finalement il y a une petite augmentation de cette durée de sommeil. En revanche, Canada, USA, les pays anglo-saxons et l'Europe, il y a une diminution qui dépasse les 1 minute par an. Ça, c'est les recommandations de durée de sommeil pour différentes catégories d'âge qui a été donnée par la National Sleep Foundation des États-Unis. Vous voyez en brun, donc pour différentes tranches d'âge, les durées de sommeil recommandées. En rouge, les durées de sommeil qui pourraient éventuellement être appropriées, et en bleu, ce qui n'est absolument pas recommandé. Et ici, vous avez les durées de sommeil réellement obtenues aux États-Unis, et vous voyez que cette durée de sommeil moyenne se situe systématiquement dans le quart inférieur, et en fait même pour les adolescents c'est littéralement à l'extérieur. Donc il y a vraiment un problème pour les adolescents. Et si on se focalise, et je voulais dire aussi que ça c'est un exemple des États-Unis, mais la France n'est pas épargnée par ce phénomène, puisqu'un manque chronique de sommeil affecte 2 tiers des 3-5 ans et 3 quarts des 5-19 ans.
Pour se focaliser un petit peu sur les adolescents, ici vous avez la durée du sommeil des adolescents en 2004 par différentes catégories d'âge. Et ici, juste pour rappel, ça c'est la durée du sommeil recommandée. Donc vous voyez qu'en moyenne, ils sont vraiment largement en dessous. Et à nouveau, la France n'est pas épargnée par ce phénomène, puisque à la fois les adolescents et les experts estiment qu'ils ont besoin d'une durée de sommeil d'à peu près 9 heures pour fonctionner de façon correcte. Et vous voyez que la durée de sommeil obtenue en moyenne la veille d'un jour de semaine est de 7h45 minutes. Et en fait, il y en a 78% d'entre eux qui dorment 8 heures ou moins par nuit. Alors, c'est bien connu, ils tentent de récupérer cette dette de sommeil les week-ends et ils dorment en moyenne 9h10. Mais ce n'est pas suffisant pour rattraper leur dette de sommeil puisqu'ils devraient dormir à peu près cette durée tous les jours. Et en fait, donc, il y a 78% des adolescents français qui souffrent d'une dette chronique de sommeil. Alors, il y a eu, dans ces 15 dernières années, beaucoup d'études épidémiologiques qui se sont intéressées au lien entre sommeil court et risque accru d'obésité. Il y a eu des études transversales au début, beaucoup, mais les études transversales ne permettent pas de déterminer une direction de causalité. On ne sait pas si c'est, puisque c'est une image à un moment donné, donc on ne sait pas si c'est l'obésité qui entraîne un sommeil court ou le sommeil court qui entraîne une obésité. Mais il y a eu après de nombreuses études épidémiologiques et il y en a eu également suffisamment chez les enfants et les adolescents pour faire de méta-analyses. Et donc ici, vous avez le résultat d'une méta-analyse qui a poolé les données de 11 études longitudinales des enfants de 6 mois à 18 ans avec un suivi de 1 à 27 ans. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que la durée de sommeil courte en baseline prédit le développement d'une obésité ou d'un surpoids quelques années plus tard. Et ce n'est pas une augmentation de 10% ou de 15%, ce risque est littéralement doublé. Donc c'est un effet qui n'est absolument pas trivial et évidemment ces études ont pris en compte les facteurs confondants comme le niveau socio-économique, l'âge, le sexe, etc. Donc chez les enfants et l'adolescent, chez les adultes aussi, on a une relation entre sommeil court et risque accru d'obésité, mais cette relation est vraiment très forte et très robuste chez les enfants. Ici, c'est une autre méta-analyse qui a regardé à cette association d'un point de vue plus, comment dire, linéaire. Et en fait, ils ont été capables de déterminer que pour chaque heure de sommeil supplémentaire, le risque de surpoids obésité est réduit de 21%. Alors, quels peuvent être les liens entre sommeil insuffisant, quels peuvent être les mécanismes qui sous-tendent le lien entre sommeil insuffisant et risque accru de maladies métaboliques? On pense tout d'abord, évidemment, bien sûr, à une prise alimentaire accrue. Et je vais présenter des données qui sont issues d'études expérimentales conduites dans des conditions contrôlées d'activité physique et d'apport calorique, qui ont montré une altération de la régulation neuro-endocrinienne de l'appétit. Je vais vous montrer des données sur la leptine, qui, comme vous le savez certainement, est une hormone sécrétée par les adipocytes qui inhibe l'appétit. Et je vais vous montrer des données de gréline, d'endocannabinoïdes et de cortisol, qui, elles, sont des hormones qui stimulent l'appétit. Alors, ces études ont été conduites chez les adultes. Il n'y a pas d'études, de telles études réalisées chez les enfants, parce que ces études nécessitent des prélèvements sanguins répétés, et c'est trop invasif pour des enfants. C'est pour ça que je me permets de vous présenter les résultats des études adultes. Alors ici, vous avez les résultats obtenus, les profils durant la période diurne de la leptine anorexigène et de la gréline orexigène, après 2 nuits de 4 heures au lit en orange et après 2 nuits de 10 heures au lit en jaune. Ces deux conditions étaient présentées en ordre aléatoire. Alors que la prise alimentaire était contrôlée, ici il y avait une perfusion constante de glucose. Et donc vous voyez qu'il y a une diminution de 18% de la leptine anorexigène et une augmentation de 28% de la gréline orexigène. Et vous voyez que cette augmentation, ces modifications hormonales sont associées à une augmentation de faim et d'appétit, également après 2 nuits de restriction de sommeil. Et fait important, vous voyez ici que l'augmentation de la faim était proportionnelle à l'ampleur des modifications hormonales. D'autres hormones qui pourraient être impliquées dans la prise de poids, c'est le cortisol.
puisque vous savez peut-être que le cortisol favorise insulinorésistance et adiposité viscérale et peut stimuler la prise alimentaire aussi de confort. Vous voyez que les profils de cortisol ne sont pas stables au cours des 24 heures, mais ont un profil d'évolution circadien. Ils sont élevés le matin pour dire à l'organisme de bien se réveiller. Ils diminuent au cours de la journée et sont minimum aux alentours de l'endormissement pour permettre à l'organisme de bien s'endormir. Et finalement, il y a une augmentation circadienne au milieu de la nuit pour atteindre le pic du matin. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a une relation dose-réponse entre la durée du sommeil et les taux de cortisol en fin de journée. Plus la privation de sommeil est sévère, ici 4 heures au lit, ici 8 heures, ici 12 heures, plus la durée du sommeil est courte, plus ces niveaux de cortisol sont élevés en soirée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette élévation ici est significativement, physiologiquement significative, parce qu'à ce moment-là, la majorité des récepteurs sont désaturés, donc une toute petite augmentation a un effet, alors que quand il y a beaucoup d'hormones dans le corps, cet effet est beaucoup moindre. Et des études ont montré qu'une élévation des taux de cortisol en soirée avait des effets délétères sur la mémoire et des fonctions cognitives, mais également sur la sensibilité à l'insuline le jour suivant. Ici, vous avez les profils du 2-AG, qui est un endocannabinoïde. Les endocannabinoïdes sont tout simplement les cannabinoïdes endogènes, donc similaires au THC, donc qu'on retrouve dans le cannabis. Et ce que vous voyez, c'est que après des nuits courtes, ici, à la condition en rouge, l'acrophase de cet endocannabinoïde est retardée et les niveaux restent élevés plus longtemps. Or, dans les études épidémiologiques qui regardent un petit peu la prise alimentaire dans des conditions de restriction de sommeil, on observe essentiellement une augmentation de la prise alimentaire en soirée. Là, je reviens sur les données où on avait mesuré leptine et gréline. On avait également administré des questionnaires de faim et d'appétit. Et vous voyez que si globalement l'appétit était augmenté de 23%, il l'était essentiellement pour des aliments riches en graisse et en sucre, comme du chocolat, des glaces, etc. Enfin, tous les aliments qu'on qualifie habituellement de balbouffe. Alors, si ces 23% d'augmentation d'appétit se traduisent effectivement en une augmentation de prise calorique, ça devrait entraîner un gain de poids. Et plusieurs études ont testé cette hypothèse en laissant les sujets avoir un accès libre à la nourriture. Je vais vous présenter les résultats d'une de ces études ensuite, qui va nous permettre de discuter aussi les effets de la dépense énergétique. Alors, dans cette étude, ils ont étudié des sujets jeunes en bonne santé dans 2 conditions expérimentales. Dans l'une, ils étaient soumis à 5 nuits de sommeil habituel, ils dormaient à peu près 7h40 par nuit. Et dans l'autre, c'est une condition de restriction de sommeil, ils avaient 5 nuits de seulement 5 heures au lit, ils dormaient à peu près 4h40 en moyenne. Et vous voyez qu'effectivement, la condition de restriction de sommeil est associée à une augmentation de 6% de la prise alimentaire sur 5 jours. Maintenant, on peut se poser la question, finalement, est-ce que cet apport calorique accru n'est pas qu'une adaptation normale à l'augmentation de dépenses énergétiques qui est liée à l'éveil prolongé? Et en effet, ils ont mesuré la dépense calorique, la dépense énergétique de ces sujets dans des chambres calorimétriques et ils ont remarqué qu'en effet, la dépense énergétique était augmentée de 5%. Mais la balance énergétique était quand même positive, vu qu'ils dépensaient moins d'énergie qu'ils n'ingéraient d'aliments. Et du coup, en 5 jours, ces sujets ont pris 800 grammes. On peut se poser la question de la dépense énergétique en conditions de vie normales. En effet, je vous ai dit que cette dépense énergétique avait été mesurée dans des chambres calorimétriques. Vous savez peut-être que les chambres calorimétriques, forcément, sont toutes petites parce que ça mesure les échanges gazeux. Donc, mis à part tourner autour de son lit, il n'y a pas moyen de s'engager dans une activité physique. Donc, dans la vraie vie, on se demande si, finalement, être en privation de sommeil ne va pas plutôt
vous faire prendre l'ascenseur plutôt que les escaliers parce que vous êtes fatigué, ou prendre la voiture plutôt qu'aller faire du vélo parce que vous êtes fatigué. Et donc, en conditions de vie normales, peut-être qu'il y a une dépense énergétique diminuée en face d'une prise alimentaire augmentée et donc des effets encore plus importants. Alors maintenant, il y a eu suffisamment d'études qui ont regardé les effets d'une restriction de sommeil en laboratoire sur la prise alimentaire. Non seulement sur la prise alimentaire, mais également sur la dépense énergétique. Ici, les données de 185 sujets en privation de sommeil et de 161 contrôles ont été poolés. Et vous voyez qu'il y a une augmentation moyenne de 385 kilocalories en moyenne. En revanche, la dépense énergétique n'est pas significativement affectée. Juste une petite remarque, dans ces cas-là, quand la prise alimentaire n'est pas contrôlée, il y a une normalisation des taux de leptine et ghrelin puisque la prise alimentaire est plus élevée. Alors, ils ont tenté de déterminer quelle catégorie d'aliments étaient spécifiquement affectées par cette restriction de sommeil. Et en fait, il y a une augmentation de 60% de la prise alimentaire liée au gras. Il y a une diminution de 20% des protéines et il n'y a pas vraiment de changement au niveau des hydrates de carbone pris ensemble, mais si on regarde les aliments sucrés, les boissons sucrées, etc., là, il y a une augmentation. Donc, mécanisme pour lien entre sommeil insuffisant et risque accru de maladies métaboliques. Il y a une prise alimentaire accrue qui est notamment dictée par une diminution de l'hormone de satiété leptine et une augmentation des hormones de la faim, ghrelin, endocannabinol, cortisol. Cette prise alimentaire accrue n'est pas compensée par une dépense énergétique accrue. Du coup, il y a une balance énergétique positive et une prise de poids. Maintenant, un autre des mécanismes, c'est une résistance à l'insuline avec un risque accru de diabète. Ici, vous avez représenté les résultats de 5 études indépendantes qui ont utilisé un test intraveineux de tolérance au glucose après une condition bien reposée chez des sujets, la condition en bleu, et après une condition de restriction de sommeil. Donc il y a différents paradigmes de sommeil. Cette étude est la plus sévère, c'est 6 nuits de 4 heures au lit. Ici, il y a 14 nuits de 5h30 au lit, 6 nuits de 5 heures, 4 nuits de 4h30, 7 nuits de 5 heures. Ici, il n'y a que des hommes, ici, il y a des hommes et des femmes, ici, il y a des sujets aussi en surpoids. C'est pour ça qu'on démarre avec une sensibilité à l'insuline plus faible. Et ce que vous voyez, c'est que quelle que soit la population étudiée, quel que soit le paradigme de sommeil étudié, il y a une diminution de la sensibilité à l'insuline. Et ce que vous voyez ici, c'est que cette diminution de la sensibilité à l'insuline n'est pas compensée par une augmentation de la sécrétion d'insuline. Dans cette étude qui était la plus drastique, il y a même une diminution de la sécrétion d'insuline. Et pour cette raison, l'index de disposition, qui est un marqueur reconnu du risque de diabète et qui est le produit de la sécrétion d'insuline et de la sensibilité à l'insuline, est diminué, ce qui indique un risque accru de diabète. Alors, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'études au sein des populations pédiatriques. Là, il y en a une qui a été réalisée chez 21 adolescents de poids normal, en pointillé après 3 nuits de 4 heures au lit, en très plein après 3 nuits de 9 heures. Pour ce qui est des résultats du glucose lors de ce test, cette hyperglycémie provoquée par voie orale, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative. En revanche, vous voyez que pour garder la même tolérance au glucose, les adolescents privés de sommeil avaient besoin de sécréter plus d'insuline, ce qui montre donc une diminution de sensibilité à l'insuline qui a été révélée à la fois à jeun et post-charge. Ici, vous avez à nouveau représenté les profils de cortisol après une semaine de 4 heures au lit, une semaine de 8 heures au lit et une semaine de 12 heures au lit. Et ici, vous avez les profils de l'index HOMA, qui est le produit normalisé de l'insuline et du glucose et qui peut refléter un petit peu également cette insulinorésistance. Plus ce marqueur est élevé, plus la sensibilité à l'insuline est faible. Et vous voyez que cette sensibilité à l'insuline le matin, elle est très faible à 4 heures au lit, elle est intermédiaire à 8 heures au lit et elle est optimale quand les sujets, vraiment, là, ils dormaient à peu près 9 heures, ont payé leur dette de sommeil et sont vraiment dans un état bien reposé.
Donc il y a vraiment une relation dose-réponse qui est finalement corrélée à la relation dose-réponse avec le cortisol au niveau des taux en soirée. Alors ici, je voulais juste représenter à nouveau les résultats de la première étude qui avait été conduite, où je vous disais c'est l'étude la plus drastique, sur le métabolisme glucidique, où il y avait eu cette restriction massive de sommeil, parce que c'était 6 nuits de 4 heures au lit par rapport à 6 nuits de récupération, 6 nuits de 12 heures au lit. Vous voyez à nouveau que la sensibilité à l'insuline est diminuée, qu'il n'y a pas compensation par une sécrétion accrue d'insuline, que du coup le risque de diabète est augmenté, et également la tolérance au glucose était diminuée, c'est ce sujet. Maintenant, on peut se poser la question de la qualité du sommeil. Et effectivement, dans cette étude, donc pour vous raconter un petit peu l'impact de la qualité du sommeil, je vais d'abord vous décrire un petit peu le sommeil. Donc ça, c'est un hypnogramme. C'est la représentation qu'on utilise classiquement pour déterminer l'architecture du sommeil. Et vous voyez que le sommeil n'est pas un état stable, mais est composé par deux différents types de sommeil qui alternent au cours de la nuit, avec une périodicité de 90 à 120 minutes. Vous avez le sommeil paradoxal ou Rapid Eye Movement Sleep pour les Anglais, qui est caractérisé par une activité électroencéphalographique rapide. On dit habituellement que c'est ce stade de sommeil qui concentre l'essentiel de l'activité onirique. Et vous avez le sommeil lent, 1, 2, 3, en fonction de l'approfondissement en ondes lentes, delta. Et le stade non-REM 3, c'est le sommeil lent profond. Vous voyez qu'il est très présent en début de nuit et qu'en fait, il est très profond en début de nuit. Voilà. Donc, pour ce sommeil lent profond, donc en fait, un sommeil léger est fréquent. Vous voyez que le sommeil lent profond diminue drastiquement au cours de l'âge. Et ce n'est pas une diminution linéaire, c'est une diminution exponentielle. Et pas de chance, à 40 ans, si ce facteur-là est pris en compte, la sénescence a été atteinte. Il n'y a pas seulement une diminution du sommeil lent profond dans le vieillissement, mais également dans le syndrome d'apnée du sommeil, puisque les sujets doivent se réveiller. Ça secoue les gens, ça. Puisque dans le syndrome d'apnée du sommeil, il y a obligation de réveil répété pour reprendre la respiration, et donc le sommeil est très fragmenté et la durée du sommeil lent profond est très diminuée. Alors dans cette étude-là, les sujets ne perdaient pas de sommeil lent profond, parce que ça, c'est une qualité de régulation homéostasique du sommeil. Quand vous êtes en privation de sommeil, vous augmentez votre quantité de sommeil lent profond. Une autre étude a essayé de déterminer quels pouvaient être les effets d'une suppression de ce sommeil lent profond alors que la durée du sommeil était non affectée. Et vous voyez qu'on observe à peu près les mêmes résultats. La sensibilité à l'insuline est diminuée. Les cellules bêta ne sont pas capables de sécréter plus d'insuline pour compenser cette diminution de sensibilité à l'insuline. Du coup, tolérance au glucose est diminuée, le risque de diabète est augmenté, et voilà. Et donc, à la fois, la durée du sommeil est importante, mais la qualité du sommeil est importante, et notamment le sommeil en profond. Et vous voyez que la diminution de sensibilité à l'insuline est du même ordre. Alors, ces données expérimentales sont en accord avec des études épidémiologiques. À nouveau, ça, c'est les résultats de 2 méta-analyses qui ont tenté de déterminer, regarder le lien entre le sommeil en baseline et le développement d'un diabète de type 2. Ici, au niveau d'un sommeil court, les données de 11 études ont été poolées. Et par rapport à une durée de sommeil de référence de 7-8 heures, vous voyez que dormir que 6 heures en baseline augmente de 18% le risque de développer un diabète de type 2. Et si cette durée de sommeil est de 5 heures ou moins, le risque de développer un diabète de type 2 est de 48%. Pareil pour le sommeil de mauvaise qualité. Si vous avez un sommeil de mauvaise qualité en baseline, ça prédit le risque de développer un diabète de type 2. Ça augmente votre risque de 40%. Alors là, on sort de l'obésité, mais on se rapproche des enfants. Je voulais quand même vous montrer ces données. C'est la relation entre la durée du sommeil et le contrôle glycémique chez des enfants adolescents diabétiques de type 1. On a réalisé des enregistrements actigraphiques du sommeil pendant 15 jours. Alors juste vous dire qu'est-ce que c'est l'actigraphie. C'est en fait une montre de cette taille qu'on porte au poignet
qui est de la taille d'une montre et qui enregistre l'intensité lumineuse grâce à ce petit capteur et les mouvements des poignets que vous voyez ici en noir. Et on détermine le temps passé au lit. On place ces 2 flèches avec aussi un agenda que le sujet note chaque soir au moment où il dit qu'il va se coucher à ce moment-là et se réveille à ce moment-là. Et après, avec un algorithme, on détermine le temps total de sommeil. Vous voyez que les petites périodes d'activité rouge, c'est de l'éveil. Et on peut déterminer aussi des paramètres de fragmentation de sommeil et de qualité du sommeil. Donc avec ce petit appareil qui est très facile d'utilisation, on a mesuré le sommeil de ces enfants durant 15 jours consécutifs et on a coupé la population en 2 tertiles, ceux qui avaient un sommeil court et ceux qui avaient un sommeil plus long. Il y a à peu près 1h15 de différence entre les deux. Et il n'y avait pas de différence pour l'âge, le stade pubertaire, la durée de maladie ou l'IMC-Z score entre ces 2 groupes. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une plus grande proportion de patients ayant un bon contrôle glycémique dans le groupe des bons dormeurs, des longs dormeurs. 29% de plus. Alors, c'est facile de porter cette montre, mais ce n'est pas si facile en clinique. Et donc, on a essayé de voir si on ne pouvait pas avoir un autre index subjectif. Et en fait, et en plus, justement, la durée de sommeil enregistrée n'est peut-être pas le reflet du besoin de sommeil de la personne. En général, justement, quand les gens demandent combien d'heures je dois dormir, c'est toujours en moyenne sur une grande population qu'on le détermine. Mais il y a de grandes variabilités interindividuelles. Donc, pour essayer de savoir la dette de sommeil spécifique de chaque individu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux volontaires de nous dire le temps de sommeil qu'il estime nécessaire pour être en forme. Et on a déduit de cette durée le temps total de sommeil qu'il reporte dormir habituellement. Et donc ça, c'est notre dette de sommeil perçue. Et donc on a séparé les sujets qui avaient une forte dette et une faible dette. À nouveau, pas de différence pour des facteurs confondants. Et ce que vous voyez, c'est que ceux qui ont une faible dette de sommeil ont un meilleur contrôle glycémique, et non seulement ils ont un meilleur contrôle glycémique, mais en plus ils ont besoin de moins d'insuline pour contrôler leur maladie. Et la différence ici est de 1% au niveau de l'hémoglobine glyquée, qui est vraiment cliniquement significatif. Chez les diabètes de type 2, il faut un cocktail de 2 ou 3 médicaments pour arriver à ce résultat. Alors, on a vu que la résistance à l'insuline, c'est un autre mécanisme. Il y a également une élévation des cytokines pro-inflammatoires. Et vous savez que l'obésité est associée donc à une inflammation de bas grade, donc c'est un autre mécanisme susceptible d'être impliqué. Ici, vous voyez qu'après 8 nuits de 6 heures, en fait, c'est cette courbe-là, après 6 nuits de 8 heures, et après... Non, c'est l'inverse, c'était bien. Après 4 nuits de 8 heures, c'est la courbe en bas, et après 8 nuits de 6 heures, c'est la courbe du haut. Vous voyez qu'il y a une élévation de l'interleukine 6, et ce n'est pas seulement l'interleukine 6 qui est augmentée, la C-réactive protéine est également augmentée, et le TNF-alpha est également augmenté. Après, il y a des données maintenant qui commencent à arriver, comme quoi il y aurait peut-être également une modification du microbiote. Vous connaissez certainement que c'est à la mode, que le microbiote est impliqué dans les maladies métaboliques. Et donc, dans cette étude qui a étudié 9 hommes de poids normal, après 2 nuits de 8 heures et après 2 nuits de 4h30, vous voyez qu'il y a des modifications de la population de certaines bactéries. Également de celle-ci, je ne vais pas essayer de prononcer les noms parce que je ne vais pas y arriver. Et il y a également une augmentation du rapport Firmicutes-Bacteroidetes, et ça peut-être que vous le connaissez mieux. Et en fait, toutes ces perturbations, ce sont des choses qu'on observe habituellement dans les maladies métaboliques. Alors il faut savoir que dans cette étude, l'apport calorique était contrôlé, les sujets mangeaient exactement la même chose dans les deux conditions expérimentales, donc le changement du microbiote ne vient pas du changement de l'alimentation, c'est vraiment l'effet du sommeil, de la privation de sommeil propre. Alors maintenant, je pense que vous êtes convaincus qu'un sommeil court est en effet un facteur de risque d'obésité et de diabète. La question maintenant est de savoir est-ce que des stratégies qui visent à améliorer le sommeil pourraient avoir des effets bénéfiques dans les maladies métaboliques.
Et dans ce cadre, je vais vous présenter les données préliminaires d'une étude réalisée chez des petits dormeurs obèses. Alors, ce sont des petits dormeurs obèses jeunes de 21 ans. Leur durée habituelle de sommeil sur 7 jours d'actigraphie devait être inférieure à 7 heures pour qu'ils soient enrôlés dans notre expérimentation. Donc, ils ont participé à 2 sessions expérimentales randomisées, une en conditions de sommeil habituelles, une en conditions d'extension du temps passé au lit. Ils étaient étudiés en ambulatoire durant 7 jours et durant 24 heures au centre d'investigation clinique. Durant les 7 jours en ambulatoire, ils répondaient matin et soir à des questionnaires de faim et d'appétit. Ils tenaient également un carnet alimentaire les 4 derniers jours. Leur sommeil était enregistré par actigraphie tous les jours et par polysomnographie aux jours 1, 5 et 8. Et enfin, à la fin des 2 sessions expérimentales, on faisait un test d'hyperglycémie provoqué par voie orale. Et à la suite de ce test, on leur proposait un buffet à volonté. Ça aussi, ça vous plaît? Ouais, vous avez faim vu l'heure, je comprends. Alors, tout d'abord, au niveau de la durée et de la qualité du sommeil, au niveau des enregistrements actigraphiques, vous voyez qu'il y a une augmentation très importante, une augmentation de près de 2 heures de la durée moyenne de sommeil, sans altérer significativement l'efficacité du sommeil, puisque l'efficience du sommeil n'était pas affectée. Il répondait également à des questionnaires de vitalité. Vous voyez qu'il y avait une tendance pour l'augmentation en extension. Et en fait, il y avait une interaction. Cette augmentation de vitalité était essentiellement visible le matin. Vous voyez qu'il se sentait beaucoup mieux le matin. Le soir, cet effet était diminué, était moins important. Donc plus de vitalité, particulièrement le matin. Donc plus de chances qu'ils se lèvent au lit le week-end, qu'ils se lèvent de leur lit le week-end. Donc, des questionnaires de faim et d'appétit, on a remarqué qu'il y avait une diminution de 19% pour l'appétit pour les aliments à haute densité énergétique, là, tous ceux qui sont qualifiés de malbouffe. Et fait important, plus le temps de sommeil était augmenté en conditions d'extension de sommeil, plus l'appétit pour cette catégorie d'aliments était diminué. Pour ce qui est des carnets alimentaires, on n'a pas trouvé de différence significative quand on poulait les résultats du repas et du grignotage, ou alors des repas seuls. Mais pour ce qui est du grignotage, on observe une diminution de 46% de la prise calorique liée au grignotage. Et vous savez tous que le grignotage est néfaste pour la santé métabolique et le poids. Pour ce qui est du buffet à volonté, vous avez ici les résultats pour 13 sujets et ici pour 12. Pourquoi ? Parce qu'un des sujets, le dernier jour où il dormait au centre d'investigation clinique en conditions d'extension de sommeil, pas de chance, il y avait un climatiseur qui était défectueux et qui l'a réveillé toute la nuit. Et en fait, il a dormi moins en conditions d'extension qu'en conditions habituelles. Donc, si on enlève ce sujet, on arrive à ces 12 sujets. Et là, on observe effectivement une diminution de la prise calorique médiane de à peu près 100 kilocalories, qui est cliniquement significative, puisque l'épidémie d'obésité serait la conséquence d'un surplus journalier de 50 kilocalories par jour. Et à nouveau, fait important, plus le temps de sommeil était augmenté, plus la prise calorique était diminuée. Alors pour ce qui est du métabolisme glucidique, il était similaire dans les 2 conditions de sommeil. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que vous vous souvenez du sommeil lent profond, de son importance. Ce qu'on a remarqué, c'est que plus le sommeil lent profond était augmenté en conditions d'extension, plus la sensibilité à l'insuline à jeun et post-charge était augmentée. Mais d'un autre côté, il faut aussi se rendre compte de l'autre versant de cette relation, c'est-à-dire que plus le sommeil lent était diminué, plus la sensibilité à l'insuline était diminuée. Après, on s'est demandé si on ne pouvait pas déterminer des facteurs prédictifs des effets bénéfiques de l'extension du temps passé au lit. Et on en a trouvé un. En effet, c'est l'augmentation du temps de sommeil le week-end qu'on a noté sur la période de recrutement des sujets avant qu'ils rentrent dans l'étude. En effet, leur durée de sommeil habituelle était d'environ 6 heures, mais ce que vous voyez ici, c'est qu'ils augmentaient en moyenne de près de 2 heures leur durée de sommeil le week-end.
Maintenant, si on regarde les différences interindividuelles, on se rend compte que cette augmentation de la durée de sommeil le week-end est très différente en fonction des sujets. Ici, il y en a qui augmentent très peu, voire qui la diminuent. Alors on peut se demander, est-ce que ce serait de vrais petits dormeurs, des gens chanceux qui n'ont pas beaucoup besoin de sommeil pour fonctionner correctement? Autrement, on voit qu'il y en a qui augmentent beaucoup leur durée de sommeil le week-end, et donc ça, on pourrait peut-être dire que ce sont des petits dormeurs privés de sommeil. Donc si on regarde l'effet de l'augmentation du temps passé au lit sur le temps total de sommeil en fonction de cette variable, vous voyez que les sujets qui augmentaient beaucoup leur temps de sommeil, les petits dormeurs privés de sommeil augmentaient de plus d'1 heure leur temps de sommeil. Et quand on regarde le sommeil lent profond, c'est eux qui augmentaient leur sommeil lent profond alors que les autres le diminuaient. Donc la différence de temps de sommeil entre semaine et week-end prédit l'efficacité d'une extension du temps passé au lit sur le temps de sommeil et la durée du sommeil lent profond. En conclusion, c'est bientôt fini. Donc en conclusion de cette étude, par simple extension du temps passé au lit, la durée de sommeil de ces petits dormeurs obèses est passée de 6 heures, une durée associée à un fort risque d'obésité dans les études épidémiologiques, à 8 heures, une durée associée à un faible risque d'obésité. On a une diminution de l'appétit pour les aliments à haute densité énergétique, une diminution du grignotage, une diminution de la prise calorique. Plus la durée du total de sommeil est augmentée, plus l'appétit pour les aliments à haute densité énergétique et plus la prise calorique est diminuée. Et les différences de sommeil lent profond sont corrélées avec les différences de sensibilité à l'insuline. Et enfin, on a identifié l'augmentation de durée de sommeil le week-end comme un prédicteur des effets de l'intervention sur les durées de sommeil total et de sommeil lent profond, et donc sur la régulation de l'appétit et du métabolisme glucidique. Et en conclusion, donc, un sommeil court ou de mauvaise qualité est un facteur de risque de maladie métabolique. Ces images ne prouvent rien, mais c'est quand même interpellant de voir que l'obésité, la prévalence de l'obésité et du diabète se superpose à la prévalence du sommeil insuffisant aux États-Unis. Et donc, des stratégies comportementales visant à optimiser durée et qualité du sommeil pourraient avoir des effets bénéfiques sur la santé métabolique. Et donc, au niveau des key actions, il n'y a pas seulement l'alimentation qu'il faut optimiser, ni l'activité physique, mais également le sommeil. Je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions? Je pense qu'il y a des questions pratico-pratiques. Vous en avez évoqué tout à l'heure en off sur l'association de la luminosité et du sommeil chez les adolescents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels conseils on peut donner en pratique pour essayer de remédier à leur comportement de sommeil insuffisant? Le lien avec les écrans, on l'a évoqué toutes les deux parce que je pense que ça c'est important. Écran excessif et sommeil insuffisant, c'est quand même des choses assez banales chez les ados et chez les enfants. Donc vous donnez quoi comme conseil pour la luminosité, etc. Alors, valable absolument pour tout le monde, éviter les écrans le soir. Si ce n'est pas possible, mettre une application sur ces appareils, une application, il y en a une qui est gratuite qui s'appelle Flux ou Flux, je ne sais plus exactement, et vous pouvez déterminer à partir de quelle heure vous voulez que la lumière bleue n'est plus apparente, donc votre écran devient un petit peu rouge. Et donc c'est très très bien, c'est très efficace. D'ailleurs, si vous voulez travailler le soir longtemps, il ne faut pas le laisser, parce que la lumière rouge va vous endormir. Donc si vous avez besoin d'écran, les enfants, etc., au moins faire que la lumière bleue n'atteigne plus l'œil, pour ne pas reculer davantage la rythmicité circadienne et défavoriser l'endormissement. Après, en corrélat de ça, donc il faut éviter la lumière le soir et en revanche, beaucoup de lumière le matin et bouger le matin. Activité physique plus lumière le matin permet de recaler l'horloge, permet d'avancer les rythmes et de favoriser le sommeil. Et donc l'activité physique, si vous hésitez à le faire le matin ou le soir, c'est le matin qu'il faut la faire, parce que le soir, en plus, ça va augmenter votre température interne et ça va être plus difficile d'aller dormir. Voilà, j'essaie de faire vite. Bonjour. Excusez-moi, alors juste, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure.
il y a des fois aussi, il faut connaître son enfant et il faut qu'il se connaisse lui-même. Et vous-même, il faut vous connaître. À partir du moment où vous commencez à bâiller un petit peu et les yeux piquent, il faut aller au lit à ce moment-là. Sinon, c'est 90 à 120 minutes après que le train revient. Et là, pour les adolescents, ça peut être des fois contre-productif de les obliger à aller au lit à un moment où leur rythmicité circadienne leur dit que c'est pas possible, parce qu'ils vont être au lit et ils vont se dire « Ah, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir ». Et du coup, vous risquez de créer des adolescents, des insomniaques. Et donc, pour les adolescents, il faut vraiment faut essayer de les faire bouger le matin, éviter les écrans le soir, mais des fois, les obliger à aller au lit à 8 heures, c'est contre-productif. Oui, excusez-moi. On m'a parlé de lunettes avec des verres qui bloqueraient la lumière bleue. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Il y a un chronobiologiste qui vient de rejoindre notre équipe. Moi, je me disais que c'était super. Il m'a dit que c'est du grand n'importe quoi. Par contre, l'histoire des écrans, il est pour, effectivement, de bloquer cette lumière bleue. Ouais. Bonjour, j'ai une question de l'autre salle. D'accord. Un médecin généraliste qui demande si... médecin spécialiste qui demande si la sieste permet la même récupération que le sommeil la nuit. Alors, la sieste... la sieste, au niveau cardiologique, il a été montré qu'elle avait des effets bénéfiques. Quand vous faites une sieste, enfin au niveau des études épidémiologiques, il a été montré qu'effectivement, que les gens qui faisaient une sieste, s'ils étaient en privation de sommeil, se portaient mieux que ceux qui ne faisaient pas de sieste s'ils étaient en privation de sommeil. Quand vous faites une sieste, vous avez une diminution du cortisol, vous avez une diminution des marqueurs inflammatoires, donc tout ça c'est bénéfique. Maintenant, pour ce qui est hormonal, la sieste n'est pas forcément bénéfique parce que durant le sommeil, il y a plein d'hormones qui sont stimulées ou inhibées, etc. Et avoir des pics de ces hormones à un moment où vous n'en avez pas besoin parce que vous n'êtes pas en train de manger, vous n'êtes pas dans votre phase active au niveau de la recherche de nourriture, ce n'est pas forcément bénéfique. Alors, en tout cas, ce qu'on peut recommander, c'est, parce qu'à nouveau, c'est ce cher sommeil lent profond qui est en cause. Et ce qu'on peut recommander, en fait, c'est des siestes d'un quart d'heure à peu près. 20 minutes au grand maximum. Parce qu'en un quart d'heure, 20 minutes, on ne rentre pas dans le sommeil lent profond. Et alors, c'est récupérateur, ça permet de diminuer un peu de cortisol et un peu de marqueurs inflammatoires. Et ça permet surtout une récupération au niveau des fonctions cognitives. Mais surtout pas dépasser les 20 minutes, parce que sinon, en plus, vous rentrez dans le sommeil lent profond, qui après va être décompté comme du sommeil déjà obtenu, et vous n'allez plus pouvoir aussi vous endormir le soir. Et est-ce qu'il y a des variations sexuées du rythme du sommeil? Vous parlez des siestes. Dans l'imaginaire, on pense que les hommes font plus facilement la sieste, les micro-siestes en particulier, ou plus facilement. Est-ce que cet aspect hormonal, certainement, sous-tendu par des hormones franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vois pas donné par rapport à ça. Peut-être que les hommes mangent plus à midi. Non, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un rythme circadien et il y a aussi un rythme sur 12 heures. Donc, la propension au sommeil est maximum le soir, mais elle est également maximum au milieu de la journée. Et si vous additionnez, donc là maintenant, et si vous y rajoutez une grosse prise alimentaire, et surtout des aliments riches en sucre, qui va faire monter l'insuline, qui est un somnifère aussi, quelque part, eh ben vous allez plus dormir. Mais au niveau vraiment sexe, non. Je ne vois pas, je ne sais pas. Oui. Après, peut-être que les hommes ont plus le temps. Alors, bonjour, j'ai une question par rapport... Oh, je suis là. Je suis là. Oui. C'était pour savoir si, par rapport à récupérer du sommeil, puisque ça serait important, si les hypnotiques, la prise d'hypnotique qui permettrait forcément de dormir un peu plus,
permettrait de récupérer au niveau du temps de sommeil, mais aussi de la qualité. Ou après autre comme la mélatonine ou les plantes. Alors ça, les compagnies pharmaceutiques étaient fascinées par cette possibilité. Mais les hypnotiques qui sont actuellement sur le marché ne permettent pas vraiment de restituer une structure de sommeil normale, vraiment d'avoir du sommeil lent profond. Ça vous permet de dormir, mais dans un sommeil un peu léger. Et comme c'est ce sommeil lent profond, surtout, qui est important, pas seulement, mais il l'est, au niveau de ce qui est du métabolisme glucidique, ça n'a absolument aucun effet. Et au niveau prise alimentaire, ça n'a pas encore été testé. Ça pourrait éventuellement, puisque vous avez vu avec les derniers résultats, c'est vraiment le métabolisme glucidique qui est vraiment dépendant de durée et qualité, alors que la durée, vraiment, pour la prise alimentaire, on dirait presque plus c'est long, mieux c'est. En tout cas, chez les enfants. Et une dernière question. On a évoqué tout à l'heure les traitements par mélatonine et les indications et les doses pour les enfants. Donc, comme je vous disais, je ne suis pas spécialiste, mais il y a eu au dernier congrès de la Société française de recherche et de médecine du sommeil, un groupe qui s'est constitué pour arriver à un consensus, justement pour traiter non seulement les décalages de phase importants, mais également les adolescents. Et je vous enverrai ces guidelines quand elles seront publiées. Et de mémoire, ce ne sont pas des grandes doses qu'il faut donner, ce n'est pas du 2 ou 3 mg, c'est plutôt du 1,5 ou 1 mg. Parce qu'en fait, la mélatonine a deux effets. Elle a un effet qui est circadien, qui permet d'avancer l'horloge ou de la retarder, tout dépend quand vous la donnez. Si vous la prenez en fin d'après-midi, ça va avancer votre horloge, mais elle a également un effet direct soporifique parce que ça diminue la température interne, etc. Et donc des grandes doses, 3 mg, ça va faire l'effet soporifique. Mais comme vous le prenez à un moment où vous voulez dormir, vous n'allez pas avancer l'horloge, vous êtes juste à ce moment-là. Donc en fait, il faut donner plutôt un demi-gramme ou 1 gramme 4-5 heures avant l'heure prévue d'endormissement, plutôt qu'une dose massive au coucher. Dès que les guidelines, je vous les fais suivre et vous les ferez suivre. Bien. Ah, encore un autre problème par rapport à cette grosse dose que vous pourriez donner le soir, ça risque au niveau de la demi-vie, etc., de continuer à avoir des taux élevés de mélatonine au moment où les gens doivent se réveiller et en fait finalement à décaler le rythme, à faire l'inverse de ce que vous voudriez faire. La mélatonine que vous donnez le matin va retarder les rythmes, donc c'est juste l'inverse. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Je vous remercie.